Journalisme, la chaîne de la liberté, de la démocratie. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, encore une fois pour un nouveau numéro de la libre opinion, parce que il est dit chez nous les chrétiens, chaque jour est un jour nouveau devant le Seigneur, mais ici aussi à la libre opinion, chaque jour, chaque numéro est un nouveau numéro, parce qu'il y a des éléments nouveaux que nous allons mettre à votre disposition sur des questions d'enjeux dès l'heure. Bienvenue à vous tous. Nous sommes mardi 26 novembre 2024 et cette question de la révision constitutionnelle continue ou commence à devenir une question formelle, parce que là le débat commence à être poussé par des institutions, des officiels de l'État ayant pour pouvoir d'avoir plus de réserves sur des questions n'émanant pas de l'officialité. Qu'advient-il finalement du décor qui devrait être planté? Il reste quelques années pour Félix Tshisekedi. Le jeu, les enjeux de la constitutionnalité, de la révision constitutionnelle, mais aussi et surtout, on va parler des enjeux juridico-constitutionnels et du jeu constitutionnel et juridique de ces changements, sinon la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée en 2011. On va aussi vous mettre au parfum d'une grande structure, d'une des grandes conférences que nous allons animer cette fois-là à Matadi, au Congo central. Ce n'est plus à Kikwit ni au Kwilu, chez moi, dans le Grand Massimanimba, dans le Grand Bandundu. Mais cette fois-là, nous allons basculer un peu parce qu'il y a une grande nouvelle à vous annoncer au cours de cette émission. Restez scotchés parce que cette année, d'ici 2028, nous n'aurons que des nouvelles à vous annoncer. Nous n'aurons que des bonnes nouvelles à vous annoncer parce qu'il y a moyen de changer la classe politique et en apportant des éléments et un vent nouveau. Alors, avant de vous présenter mon invité, je vais avoir des personnes, des marques que je vais présenter. Pour la première fois, la libre opinion va avoir une assistante. Vous avez vu, tous ceux qui sont passés ici à CML13 Télévision sont passés par la libre opinion. Le dernier, c'est Daniel Roland Lai, qui aujourd'hui anime le plus grand magazine L'Interface, ici à CML13 Télévision, un magazine de communication et d'interaction politique. Il vient après Nathan Kianza-Ngeleka, l'homme fort de CML13 maintenant. Lui, il patronne Libre et Débat. Ici à CML13, chaque matin, vous suivez Libre et Débat avec Nathan Kianza-Ngeleka. Alors, c'est une femme, parce qu'il faut aussi donner les coups de pouce aux femmes. Parce qu'on m'a toujours reproché, il n'y a que des femmes de CML qui ne sont pas passées à la libre opinion, parce que tout au début, à la conception de la libre opinion, les femmes, Tania Moubadi avait déjà CML chez vous, qu'il co-présentait avec Nathan Kianza, et Sarah Mbouyi avait déjà à l'époque la matinale qu'elle a co-animée avec ses consoeurs, mais aujourd'hui elle anime son magazine. Comment ça s'appelle? Sarah, elle va me tenir rigueur. Le magazine de Sarah, c'est Interface, oui. Elle co-présente Interface avec Daniel Roland Lai, Sarah Mbouyi. Donc les deux ne sont pas passés à la libre opinion, mais elle va avoir la chance, je vais vous la présenter, une grande femme qui voit les jours, qui voit sa première naissance professionnelle. Elle s'appelle Vanessa Mavungu pour la première fois. Non seulement elle commence sa télé pour la première fois, mais elle commence sa télé à la libre opinion. Donc il faut être aussi un leader qui accepte les enfants qui commencent avec soi. Il n'y a pas d'ego ici à CML. Bienvenue Vanessa Mavungu, comment ça va? Je veux bien, Monsieur Lufrance, et merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Présentez-vous aux nombreux téléspectateurs qui vont vous regarder ici à CML13. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Comment vous commencez ici à CML? Je suis Vanessa Mavungu, je viens du Kambadiadi, et c'est grâce à Monsieur Lufrance que je suis là devant présenter l'émission ensemble avec lui. Merci. Elle est très intelligente, elle a une bonne diction. Ce que je veux, dépassionnez-vous, enlevez la peur. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de peur. Il y a plus de mal que de peur. Il est professeur de droit, il est enseignant de droit, il est chercheur, doctrinaire, mais aussi il a 3 mémoires de DA avec lui-même, des questions, de grands enjeux constitutionnalistes et de grands enjeux juridico-constitutionnalistes. J'essaie de le débattre avec lui. Il est lui-même aussi professeur d'université. Je suis fier de lui.
Il m'a enseigné moi. Aujourd'hui, il continue à assurer la relève. Je suis fier de lui. Et je vais plaider pour que moi, je commence à l'assister pour la première fois, comme je n'aime pas l'enseignement. Mais avec lui, je me ferai l'honneur d'accompagner nos jeunes gens, nos jeunes frères à l'université. Professeur Carlos Mopili, bienvenue ici à votre temple. Oui. Comment ça va, professeur? Je vais bien. Je salue tous les téléspectateurs et tous les cyber-téléspectateurs. Cyber-téléspectateurs. Ouais. Ça, c'est votre dada. voilà. Alors, comment ça va, professeur? Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de gens vous réclament, professeur Mopili, qu'est-ce qu'il est devenu, tout ça? Parce que toutes les fois que vous passiez ici, vous étiez en train de défier les téléspectateurs, les Congolais du monde, comme de vivant ici au Congo. Mais ça fait beaucoup de temps que vous n'êtes plus passé à la libre opinion. Oui, c'est vrai, oui. Parce que nous sommes là. Nous sommes de la même famille de vouloir imposer la science partout. Parce qu'on a connu une génération qui croyait que la politique était ennemie de la science, ce qui est faux. Ces derniers temps, vous savez que j'ai encore 2 thèses de doctorat en chantier. 2 thèses? Ouais. Mais jusqu'où irez-vous, monsieur le professeur? Mais il faut que je défie les occultistes qui m'ont bloqué. Donc vous ne l'êtes pas, hein? Non. C'est pourquoi... on vous a beaucoup bloqué, ça je dois retenir. Évidemment. Vous seriez devenu de 2012 et puis jusqu'en 2023, ce n'est pas si facile. Non, je devrais... 11 ans? Oui. C'est-à-dire je devrais être professeur, docteur, par grâce de Dieu. Parce que... Donc on vous exigez toujours d'être occultiste? Non. Parce que lorsqu'on est professeur, docteur, que ce soit dans quel domaine et qu'on est occultiste, on est dans l'obscurité. On ne travaille pas pour la lumière, pour la vérité. Et c'est ce que nous connaissons dans notre pays. On accuse tous les intellectuels. Non, mais ce sont des intellectuels qui travaillent avec les esprits de Léopold D, de Stanley. Parce qu'ils sont dans les occultistes. C'est que spirituellement, ne sont plus des Congolais. Professeur Carlos Mopili. Alors, on va démarrer le débat. Mais je salue aussi Madame Vanessa Mavou. Madame Vanessa Mavou. J'aime l'appeler demoiselle pour lui donner la chance quand même. Merci, monsieur le professeur. Merci. Très bien. Madame Vanessa Mavungu, finalement, s'il y aura un numéro ici, parce que moi je n'affiche jamais mes numéros, donc si vous avez la gestion de contact, donc on va afficher votre numéro sur l'écran pour gérer les téléspectateurs s'il y a des questions à poser. Alors, on va commencer cette question de la révision constitutionnelle. Monsieur le professeur, je voudrais que nous puissions commencer avec votre décor de 3 minutes. D'abord, 1, sur l'opportunité de la révision constitutionnelle qui s'invite au dernier mandat de Félix Tshisekedi. De 2, le contexte juridique de la révision constitutionnelle. De 3, les mécanismes constitutionnels qui accompagnent cette révision constitutionnelle. Et de 4, la doctrine elle-même du droit constitutionnel congolais sur la possibilité de sa révision par rapport au contexte politique actuel. 3 minutes. Ah, ça me rappelle vos admirateurs en Europe là. Merci. Oui. Je crois le docteur Henri. Voilà, vous suit, le mari de... Docteur Henri. Oui. On les salue en passant. Oui, lui, le papa Lupango. Oh. Oui. Ok. Ouais, on les salue en passant. Ouais. Et même ma sœur Françoise Moupenzi à Overis. Ce sont vraiment les gens qui vous admirent. Merci beaucoup. Ouais. Bon, ok. Les choses sont simples. Nous nous sommes réveillés alors que la nuit, il y a les gens qui ont réfléchi comment utiliser les droits constitutionnels comme une stratégie politique. Alors, la question que vous posez... Aidez-nous à fermer la porte, Madame Tania, s'il vous plaît. Allez-y, professeur. Voilà. D'abord, il faut préciser les choses. Lorsqu'on parle de la Constitution, c'est une norme et non un texte. C'est une norme. C'est au-delà de ça. Parce que je peux déchirer ça, je ne déchire pas la Constitution. C'est clair, non? Je ne suis pas du genre de prédicateur qui affirme que la Bible, c'est la parole de Dieu.
Parce qu'on peut brûler toutes les Bibles du monde, mais on ne brûlera pas la parole de Dieu. Et c'est ça la Constitution. C'est d'abord une norme. Lorsqu'on se met en tête que la Constitution c'est une norme, là on a atteint le niveau anthropologique, et philosophique du droit. Très bien. Je vous ai dit, vous m'avez présenté, je suis juriste, je suis cyberjuriste, je suis scientifique du droit. Donc je vais nager dans plusieurs... Dans tous les courants. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Essambo. Et d'ailleurs, ça fait partie de sa thèse de doctorat en droit constitutionnel, où il qualifie notre constitution de 2006 de type de la constitution rigide. Parce qu'il y en a deux sortes. Constitution rigide, constitution souple. Rigide, vous comprenez, c'est selon la permanence, la stabilité. Souple, c'est le caractère non stable. Alors, parce que vous me posez la question sur l'opportunité, La Constitution, du début jusqu'à la fin, parle de la révision, mais l'expression changement n'existe pas. Très bien. Alors, du côté de la révision, il y a tout un titre qui est réservé. Et là, nous sommes en droit constitutionnel qui est un droit de prescription. Très bien. Les droits de prescription, parce que ça vient du droit public, dont le principe, c'est l'incompétence. Et la compétence devient une exception, d'où la compétence est d'attribution. C'est-à-dire, on ne peut faire que ce qui est autorisé. Et comme c'est un droit de prescription, tout ce qu'on peut faire, c'est ce qui est prescrit dans la Constitution elle-même. Très bien. J'entends les juristes en culotte venir affirmer le principe des droits criminels. Venir affirmer le principe des droits criminels que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est en droit pénal ou en droit privé. Mais en droit public, n'est autorisé que ce qui est prévu dans le texte. Et là, il faut toujours interroger 4 compétences. Il y a la compétence personnelle, compétence territoriale, compétence temporelle et la compétence matérielle. Et maintenant, dans la Constitution, la révision est autorisée. Comment? Il faut interroger les régimes de compétences. En ce qui concerne la révision, je ne parle pas du changement. On commence par la compétence personnelle. La compétence personnelle, la Constitution elle-même identifie, prescrit quel type d'autorité ou d'institution qui est compétente pour initier sa révision, pas le changement. Et là, on donne l'initiative au président de la République, gouvernement, président d'une des chambres de parlement, une pétition de 100 000 signatures. Ça, c'est la compétence personnelle. Là, il n'y a pas un problème. C'est qu'aujourd'hui, si le président de la République veut réviser la Constitution, au niveau, il va parler avec son directeur de cabinet, qui va voir son conseil juridique, et il peut faire appel à des experts si son cabinet de 1000 personnes, je ne sais pas s'ils sont combien, a besoin de recourir à une expertise externe. Ils évaluent, ils préparent un projet de la révision de la Constitution. Quels sont les articles qui fâchent, et le président présente au niveau du Parlement. Et le Parlement, quant à lui, les statuts sur la recevabilité, c'est là où encore d'autres compétences. Très bien. Là, on quitte la compétence personnelle vers la compétence maintenant temporelle. Vous qui avez fait les latins, vous parlez de ius temporis. Quand est-ce qu'on peut réviser la Constitution? Et là, on vous dit, on peut réviser la Constitution à tout moment, sauf lorsque le pays est sous le régime d'état d'urgence
état de siège, état de guerre. Ou lorsqu'un président est en train d'assumer l'intérim. Le cas par exemple d'un président du Sénat, après le décès ou l'empêchement du président. Définitif du président. Voilà. Là, il y a un problème. S'il faut revenir là, à l'heure où nous parlons, le Congo est dans un régime déclaré de l'état de siège, mais dans un régime de facto état de guerre. Parce que j'ai entendu encore d'autres qui lisent la Constitution avec un dictionnaire Larousse à côté. Vous parlez de Kabouya? Je ne parle pas de Kabouya. Vous parlez de qui? Je ne connais pas. Beaucoup de gens y parlent, sauf les bons juristes de l'UDPS. Qui vous connaissez, bons juristes de l'UDPS? Quel est ce bon juriste de l'UDPS que vous connaissez? Professeur Mbata. C'est un bon juriste. Il est bon juriste. Alors, j'arriverai. Professeur Carlos Moubili. Non, moi, je n'ai pas encore commencé l'interaction. Je vous avais laissé le temps d'exposer. Je respecte les aînés. Les interactions vont commencer. Je reviendrai sur la compétence temporelle. Après, il y a la compétence matérielle, où on dit quelles sont les matières révisables. On dit tout est sauf Adam ou Ève. Vous avez le droit de manger tous les fruits, sauf les fruits de l'arbre sacré. Et les matières intouchables sont là dans l'article 220. Maintenant, on revient pour ce qu'on appelle maintenant l'opportunité temporelle. Ok? C'est que, à l'heure où nous parlons, même si on pouvait lever l'état de siège, dire que non, nous ne pouvons plus renouveler, mais le Congo reste en état de guerre. Je suis professeur du droit international humanitaire. J'enseigne le droit de la guerre, les droits des conflits armés. Et d'ailleurs, mon mémoire de Master 2 en 2011-2012 en droit international public, c'est dans ce domaine-là. C'est que ceux qui croient qu'on peut arrêter l'état de siège et que directement on peut réviser la Constitution, ils se trompent. Pourquoi? Parce que la Constitution ne l'a pas prévu. La Constitution dit lorsqu'on est en état de guerre, on ne peut pas et n'a pas prévu le mécanisme brutal d'arrestation de l'état de guerre ou l'état d'urgence selon les cas, dans le cas de la révision constitutionnelle. Le temps où le matériel n'était pas prévu. Non, c'est-à-dire les gens croient que on est en état de guerre seulement lorsque le président déclare la guerre devant les congrès. Non, il s'est trompé. C'est que regarde ce qui se passe en droit de la guerre. La déclaration de la guerre, c'est quoi? C'est que, revenons à un exemple du Japon, États-Unis d'Amérique. La présence d'un élément étranger dans un sol étranger. Ça va arriver, je vais vous donner 4 scénarios. Très bien. C'est que, vidons d'abord ce que la Constitution écrit à son article 86. C'est 86. Laissez-moi parce que quand nous sommes avec vous, c'est toujours pédagogique. Oui. L'article 86. Madame Vanessa, vous allez nous faire plaisir de nous les lire. 86. L'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministres après avis du Conseil supérieur de la conférence et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Voilà. Merci. Ici, la déclaration de la guerre, contrairement en France, où nous avions copié cette constitution, il y a eu beaucoup de choses qu'on a tirées, parce qu'on est dans le régime semi-présidentiel. Au Congo, la déclaration de la guerre n'est pas du pouvoir propre du président, mais du pouvoir partagé. C'est-à-dire, ça commence par l'avis du Conseil supérieur de la défense. Après, le président vient pour demander l'autorisation devant les congrès, c'est-à-dire devant les deux chambres. Alors, pourquoi ça? C'est tout simplement, dans d'autres sièges, là où on a trait,
pour déclencher une guerre, je parle d'une guerre classique, l'Assemblée nationale, c'est le Parlement, c'est lui l'autorité budgétaire. On doit prévoir le budget de la guerre, de l'effort de la guerre. D'où il faut qu'on puisse autoriser. 2, parce que c'est le Parlement qui est la représentation du peuple. Il faut que le peuple, cette guerre soit légitime. Des raisons politiques et économiques pour que le président autorise. Et lorsqu'on parle maintenant de la déclaration de la guerre, ce n'est pas parce qu'on termine une fois autorisé, le président de la République, à travers des voies diplomatiques, écrit, c'est-à-dire envoie la correspondance à l'État belligérant. C'est ça la déclaration de la guerre. Nous sommes dans une guerre classique, guerre conventionnelle. C'est que lorsque les gens croient qu'on est en état de guerre, que lorsqu'on a déjà déclaré la guerre, ils sont dans cette confusion d'une guerre conventionnelle, et que lorsqu'on veut faire la guerre, comme le Japon l'avait fait en 1945 à la Deuxième Guerre mondiale, le Japon avait demandé à son ambassadeur d'écrire vite quand ils ont décollé leurs avions kamikazes. Et l'ambassadeur, il arrive, il demande au secrétaire, le secrétaire dactylographie, il n'était pas là, il est parti. Et c'est lui qui faisait maintenant la dactylographie, il était un incompétent. Et les avions ont atteint la cible avant qu'on puisse déposer la lettre, la correspondance de la déclaration de la guerre. Et c'est comme ça qu'on a accusé le Japon d'avoir violé les règles de la guerre. Donc normalement, avant que le Japon puisse bombarder sur le territoire américain, il fallait que la correspondance parvienne par voie diplomatique l'État américain. C'est ça la déclaration de la guerre. Et maintenant, pourquoi nous disons que nous sommes sous le régime de l'état de guerre de facto, même du droit? Voici les scénarios. Premier scénario, c'est que nous sommes, on est en état de guerre lorsqu'un État utilise la force contre, c'est-à-dire l'armée rwandaise envoie un drone sur le territoire congolais, ou bien envoie des obus sur le territoire congolais, nous sommes en état de guerre. Est-ce que le Rwanda l'a déjà fait? Oui. Il envoie des armes, il bombarde, ou bien il envoie ses forces. Deuxième scénario, c'est que on est en état de guerre lorsque les deux États ennemis se font déclarer la guerre. Je vous parle des cas où on vient par correspondance, voie diplomatique, on déclare la guerre. Même si on n'a pas encore tiré les balles, le fait qu'on puisse déclarer la guerre par voie de correspondance diplomatique, vous êtes déjà en état de guerre. Troisième scénario, lorsque un État, un territoire est partiellement ou totalement occupé par un autre État, militairement, vous êtes en état de guerre. Même si l'avancée, la progression des troupes ennemies n'avait pas rencontré une résistance armée. C'est-à-dire le Rwanda avance, nous sommes en train de fuir. Ou de préparer les ordonnances. Ou préparer des ordonnances. Le fait qu'il y ait la présence ennemie sur une partie de notre territoire, nous sommes dans un état de guerre. Et c'est le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, qui sera applicable. Troisième scénario, c'est lorsqu'il y a la guerre de libération. Il y a un État qui a colonisé, et que maintenant il y a des armées de libération qui chassent maintenant les colonisateurs. Vous êtes en état de guerre. Voilà les 4 scénarios. Et vous trouverez que dans les 4 scénarios, il y a 2 scénarios où le Rwanda utilise la force et le président lui-même, devant plusieurs tribunes, a déclaré que nous sommes dans un état d'agression par le pays voisin. À l'heure où nous parlons, la SADC venait de proroger
sa position, ses forces. On va entrer dans ça, professeur Carlos Mopili. Merci beaucoup pour l'exposé très brillant et qui démontre, moi je crois beaucoup quand vous prenez la parole, ça édifie énormément les téléspectateurs. On va commencer l'interaction. Oui. Il y a les premiers blocages que vous allez rencontrer. Il y a d'une part le mécanisme constitutionnel qui prévoit la procédure de déclaration de guerre. De l'autre côté, vous avez le base juridique international qui consacre le mécanisme de doctrine de guerre, le dogme de guerre. La première question que je vous pose, vous avez d'une part Félix Tshisekedi qui est en difficulté de déclarer la guerre vis-à-vis de la Constitution, qui lui oblige certains mécanismes. De l'autre côté, il y a tous les critères qui sont réunis pour la déclaration de guerre. Je voudrais que vous puissiez répondre clairement, avant de revenir sur la révision constitutionnelle. Ne voyez-vous pas, vous choisissez en tant que praticien de droit entre une déclaration, l'état de guerre ou l'état d'urgence qui devrait continuer à maintenir la paix s'il y en a, la possibilité. De l'autre côté, l'opportunité de la révision constitutionnelle qui rencontre l'obstacle de l'état de guerre ou l'état d'urgence. Quelle est l'issue pour un État? Je ne voudrais pas d'abord commencer par parler du Congo parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Parlons d'abord dans la configuration des États. Quelle est l'issue pour un État de se surpasser et de régler une question? Et quelle est l'urgence en ce moment entre la révision constitutionnelle qui rencontre les blocages de l'état de siège ou de guerre et de l'autre côté l'état de guerre qui doit être arrêté vis-à-vis de la révision constitutionnelle qui peut s'apparenter à une urgence? Quelle est l'issue? Mais je crois qu'il y a deux choses. Très bien. Il y a affaires politiques internes, ok, des questions liées à la gouvernance politique. Il y a des questions d'urgence sécuritaire. Très bien. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce qui est vrai, c'est que la sécurité tient la politique à l'État. À l'État. Tient les droits à l'État. À l'État. C'est pourquoi, lorsqu'un État est agressé, comme le cas, lorsque l'État est en guerre, c'est-à-dire l'État est en état de conflit armé, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Très bien. Parce que la Constitution, c'est le pacte républicain qui sécurise même les institutions face à une rébellion. Quand vous allez dans l'article 64 de la Constitution, ok, vous trouvez 64 de la Constitution. 64. Que ce soit l'UNEA premier, que ce soit l'UNEA 2. La disposition 64. Je vais laisser Madame Vanessa respirer un peu. Il est ainsi libellé. Tout Congolais a le devoir de défendre, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Voilà. C'est cet article qui donne moins de chances aux troupes de Nanga. Sur le plan international. Vous n'avez pas compris ça? Mais quel est le pouvoir de l'article 76, 64, pardon, de la Constitution? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Oui, c'est-à-dire, je posais la question en faisant recours au bas juridique international. Quel est le soubassement de cet article? Cet article, oui, je vais revenir. Très bien. Ok. La première phrase, ok, la première idée, c'est de dire quoi? Nous avons les institutions légalement établies. Légalement établies ou constitutionnellement établies. Personne n'a droit de faire les coups d'État. Vous savez, par exemple, on est aux États-Unis d'Amérique. Si un général de Pentagone chassait Trump ou bien Biden, il ne prêtera pas serment devant la Cour suprême de justice. Ok? Parce qu'il prend le pouvoir
d'une manière inconstitutionnelle, par force. C'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, si tu fais des coups d'État, tu n'as pas droit de diriger. Mais il faut que le peuple vous renforce. Vous êtes vous-même Kadogo. Oui. Il faut toujours faire remarquer ça. Je vais arriver. Oui. Maintenant, deuxième idée qui suit là. Qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. C'est-à-dire, nous avons un régime ici, un régime démocratiquement établi, mais qui commence à violer la Constitution. Or, la Constitution n'a que deux grandes parties, selon les révolutionnaires français. C'est-à-dire une société qui ne consacre pas la séparation des pouvoirs et qui ne garantit pas les droits de l'homme n'a point de Constitution. C'est-à-dire deux critères pour qu'une société prétende qu'elle a une Constitution. C'est-à-dire on va trouver dans son texte, dans sa norme, principe de séparation des pouvoirs dans l'organisation de l'État et les droits de l'homme. C'est pourquoi toutes les constitutions se ressemblent. Merci. Alors, lorsque vous êtes maintenant un régime qui viole les droits de l'homme, qui opprime le peuple, sur le plan international, vous interrogez l'article de la Charte africaine des droits de l'homme, qui consacre l'autodétermination. C'est là où la rébellion est autorisée. Selon le principe d'autodétermination d'un peuple. C'est-à-dire le peuple a droit de se prendre en charge contre un pouvoir qui fonctionne maintenant en violation de la Constitution. Et là, on parle de la Constitution, c'est-à-dire qui viole par exemple les droits de l'homme, qui opprime son peuple. On va revenir d'abord sur... Mais j'ai parlé sur toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. C'est ça la NDA 2 qui soutient le régime en place. Et le régime en place prend sa source dans cette constitution. C'est pourquoi lorsqu'il y a une rébellion, lorsqu'on est en état de guerre, qui veut renverser les pouvoirs, on ne peut pas réviser la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui enquiste, professeur, qui sert de bouclier au régime. Avant de donner la parole à Madame Vanessa, oui, je voudrais que nous puissions enrichir nos ici. Parce que quand on parle du régime constitutionnel, c'est aussi le régime qui fonctionne non seulement sur base de la Constitution, mais qui fonctionne par respect de la même Constitution. Mais c'est ça. Donc ça signifie que les institutions sont assises sur base de la Constitution, mais aussi fonctionnent par respect de la même Constitution. Mais c'est ça l'organisation. Je voulais vous poser la question. Comment mode d'acquisition et comment l'exercice du pouvoir, c'est ça. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Donc, est-ce qu'un régime qui vit sans respect de la Constitution est-il constitutionnel? Non. Et quelle est l'infraction imprescriptible qui en découle d'un régime? 165, article 165, je crois. Oui. On y va? Je vous aime parce que les émissions sont très techniques. Oui. Il n'y a pas de tralala. 165, 166. Ça ne termine pas seulement à 165, il faut même aller à 166. 165. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque... Voilà. Oui. C'est ça, on se limite là. Oui. Lorsqu'il a violé intentionnellement la Constitution. Donc ça remet en cause sa constitutionnalité ou la constitutionnalité dans la fonctionnalité de son institution. Mais ça, oui, parce que il ne peut pas le faire conformément à l'article 74 de la Constitution. Maintenant, revenons-en de la révision constitutionnelle, professeur. Parce qu'au niveau de l'article 74, le président, en prêtant un serment constitutionnel, il jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution. C'est-à-dire il est la première sentinelle et le premier gardien du corps de cette Constitution. Au regard de la posture juridique du droit interne de la République démocratique du Congo et de la posture politique de l'institution président de la République, à ce jour, peut-on parler de la révision constitutionnelle ou pas? À dire vrai, si j'étais son conseil juridique, c'est un débat qu'on ne devrait même pas évoquer à ce moment-ci. Très bien.
Vanessa Mavungu. À vous. Merci pour la parole. Cher professeur, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans les débats et sur ce qui s'est dit dans le bouche des opposants. Les opposants disent que Monsieur le Président Félix veut changer la Constitution ou réviser la Constitution pour question pour lui de faire un 3e mandat. Alors qu'il a déclaré dernièrement ici que ce qu'il avait dit à Kisangani n'a aucun lien avec un quelconque 3e mandat. Alors, et il a dit que je ne suis pas à la tête de la RDC pour l'éternité. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez vraiment que si il a cette occasion de réviser, de faire la révision de la Constitution, cela va lui permettre de faire un 3e mandat, ou soit il est là juste pour faire la révision et puis s'en aller en 2028? Merci. Une question très pertinente. Il y a un peu de mélange là. Quand j'ai suivi son propos, son discours devant la population louchoise, il dit il n'est pas là pour l'éternité. Il rêve, après son mandat, visiter toutes les provinces en paix avec sa famille, voir les amis. Il a ajouté ça. Mais, ma chère compatriote, quand le président projette déjà fait mandat et qu'il soit un homme libre qui peut circuler tranquillement dans ce pays, et en interrogeant l'histoire politique de notre pays, c'est qu'il rêve être, parce qu'il a parlé d'ex-président et non sénateur à vie, c'est-à-dire il veut être comme Joseph Kabila. Or, dans notre pays, nous connaissons que lui, il est le 5e président. Le seul président qui a eu la chance de se promener librement, tranquillement, c'est celui qui a fait la transition pacifique, c'est-à-dire l'alternance démocratique. Après avoir épuisé ces 2 mandats, c'est Joseph Kabila. Parce que le premier président Kassavoubou, il est passé par coup d'État. Et c'est aussi un président qui était ancien président vivant. On ne l'a pas tué, mais on l'a envoyé parce qu'il est sorti par coup d'État. Il est mort comme un homme ordinaire dans son village natal, à Tchela. Le deuxième président, c'est Mobutu. Il n'a pas fait l'alternance pacifique. Vous connaissez sa suite. Jusqu'à présent même, sa tombe c'est au Maroc. Le troisième président, c'est Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas fait l'alternance pacifique. Il a été assassiné. Son mausolée est là. Le quatrième président, Joseph Kabila, qui a pensé comme Poutine est en train de penser après lui, qu'il ne soit pas comme Staline, il a dit non, pour que je sois libre, il faut que je respecte mes 2 mandats et que je fasse la passation démocratique du pouvoir. Donc, c'est pourquoi moi je dis il y a un peu de mélange là. Est-ce que le président, s'il veut quitter et qu'il soit un homme libre, être respecté comme un ancien président, il doit alors choisir la voie de passation pacifique du pouvoir, l'alternance démocratique, après avoir épuisé ces 2 mandats. Mais lorsqu'il y a encore, on attend les gens à côté qui parlent du changement de la constitution, ça vient quand même faire l'éponge à tout ce qu'il a dit. Et là, ça nous met un peu dans une situation équivoque. Parce que le problème, c'est quoi, madame? On ne peut pas changer, comme je l'ai dit. C'est un texte qualifié de constitution rigide. Tout texte a toujours des faiblesses. Même la Bible. Vous avez la Bible? Oui. Vous pouvez me lire Luc chapitre 16, verset 8 à 9. Excusez-moi. Allez-y. Parce que les gens croient que... Ça fait partie du raisonnement. Voilà. Et la Bible, c'est le fondement par excellence de tous les textes du monde. Luc chapitre 8. Vous êtes chrétienne, madame Vanessa? Bien sûr. Oui, parce qu'aux musulmans, ce serait trop demandé. Luc chapitre 16, verset 8.
Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ces siècles prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi je vous dis... C'est Jésus qui dit, hein? Ok. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Merci. Vous pouvez répéter le verset 9. Faites-vous amis des richesses injustes. C'est Jésus qui le dit. Merci. Deuxième question, Madame Vanessa. Ça veut dire quoi? Vous comprenez que même dans la Bible, ok, quand on interprète ces versets-là, où Dieu, Jésus-Christ, est en train de conseiller les gens, faites-vous amis des richesses injustes. Non? Bibliquement parlant, on doit gagner l'argent d'une manière honnête, non? Mais ce verset-là, Jésus est en train de louer dans son parabole l'économe qui avait gagné l'argent d'une manière honnête. Est-ce que lorsqu'on interprète mal, sans Saint-Esprit, sans discernement, on doit dire que non, nous devons maintenant changer la Bible? Non. Parce que vous comprenez que même dans la Bible, il y a des faiblesses. Ok? Et ça dépend maintenant d'une interprétation lorsqu'on est dans le corps, dans la chair et qu'on est dans le Saint-Esprit. Et c'est la même chose avec la Constitution. Lorsqu'on veut garder la Constitution, on la gardera. On la gardera. Il n'y a pas de faiblesse. Et surtout que il y a tout un chapelet de dispositions citées. Quand on les cite et que nous donnons notre propre interprétation, vous trouvez que non, ce sont des gens qui sont en train de taper à côté. Et ce n'est pas une raison. Voilà un peu ce que je peux dire. Dans ces cas-là, on peut dire qu'il n'y aura personne, aucun président, peut-être après le président Félix, il n'y a aucun président qui aura ces pouvoirs-là de changer la Constitution. Puisque lorsque le président dans le pouvoir, il a voulu changer, réviser la Constitution et on avait vu les opposants qui étaient contre ça. Et cette année même, le président au pouvoir a voulu changer, réviser la Constitution et nous voyons que les opposants refusent. Ça sera toujours comme ça où il y aura un jour une personne qui peut être là capable de réviser cette Constitution. Quand vous lisez le préambule, même l'exposé des motifs, vous allez comprendre pourquoi les gens soutiennent la permanence, la stabilité de cette constitution. Madame, vous avez déjà entendu un pasteur qui prie pour la mort de Satan? Non. Vous n'entendrez jamais. Madame, vous n'avez jamais prié pour la mort de Satan? Non, on chasse les démons. On chasse les démons, mais on ne demande pas la mort. Ok? La fin de démons. Pourquoi? C'est ça. Mais quand vous dites Tindeli est moto, ça la ligne. C'est pour brûler les œuvres. Tindeli Satan moto, ça signifie quoi? Le feu sert à brûler. Pour qu'il fuit seulement. Non, mais non, mais le feu sert pour les brûler. Non. Parce que pourquoi le France? Si Satan mourait aujourd'hui. Vous avez fini vos questions? Non. Oui, allez, si Satan mourait aujourd'hui, madame, il n'y a plus de péché. Les pasteurs vont vivre comment? Ok? C'est que Satan, même s'il peut être mauvais, mais il aide quand même à la survie de certaines familles. C'est ça la constitution. Si cette constitution tombe, madame, par exemple, on change la constitution l'année prochaine. Même si le président, oui, normalement, si on change la constitution, toutes les institutions qui ont pris source selon les modes d'acquisition du pouvoir de cette constitution tombent. Constitution président de la République. Bon, même si lui c'est métier. Mais pourquoi même lui de presse ne consacre pas les gens des autres? C'est à cause de ça, parce que changer la constitution, c'est-à-dire lorsqu'on tue cette constitution, on met par exemple le parlement monocaméral. Fini le Sénat, c'est-à-dire quoi? Même le député, les sénateurs, tous tombent, ils sont au chômage. Les gouvernements tombent. Les gouverneurs tombent. Les assemblées provinciales, les députés provinciaux tombent. Merci.
Et quand ils tomberont, c'est une crise institutionnelle. Une crise, un chaos politique et constitutionnel. Merci. Vous avez fini? Merci beaucoup, professeur Carlos Mopili. Souffrez qu'il n'y a pas d'électricité ici. Est-ce qu'il fallait réviser la Constitution pour nous électrifier? Je ne sais pas. Merci, Madame Vanessa Mavung. Vous n'avez pas de poste, non? Bouya. Bouya. Ça signifie quoi? C'est en quelle langue, ça? C'est en Kikongo. Je ne connais pas trop la signification. Kikongo? Oui. Mavungu Bouya. Oui, je suis Yombe. Ah, vous êtes Yombe. Ah, ouais. C'est pas un Kikongo, c'est un Kiyombe. Kiyombe. Ah. Kikongo n'est pas Kiyombe. Je connais quand même Kikongo, mais c'est très difficile de... Alors, merci beaucoup, Madame Vanessa Mavungu. Merci au professeur Carlos Mopili. Nous sommes arrivés, nous sommes en train d'aller vers Clépin-Clopin à la fin de cette émission. Je vais prendre un sujet. Un sujet lié à la crédibilité des acteurs qui portent le combat de la révision constitutionnelle et leur statut. Le premier, c'est le président de la République, c'est le premier artisan de la révision constitutionnelle. Le deuxième, c'est Kabouya. Le troisième, c'est Gilles Mouniere. Le... Ah, le français, c'est que... Le Gilles Mouniere. Qui encore? Les pasteurs là, comme on appelle pasteur, comment il s'appelle? Lui aussi. Voici l'homme. Je sais pas comment il s'appelle, un pasteur, un type là qui s'est fait passer pour un pasteur. Mais je crois qu'il n'a pas les diplômes de théologie. On va fermer son église, je crois. Est-ce qu'il a même d'église? La plupart des pasteurs de l'ACK, ils n'ont pas de diplôme de théologie. Hein. Donc, on n'a pas de diplôme de théologie. Je ne pense pas. On va fermer toutes ces églises-là. Qui va fermer? Ils sont au pouvoir, hein? Ministre le Moutamba. pouvoir n'arrête pas le pouvoir, hein? On se connaît dans ce pays. Donc, vous allez fermer l'église de Mukuna qui fait office du conseiller du président public, le conseiller spirituel du président public. État des droits. Vous allez fermer l'église de Gabondi Walesa. État des droits. Vous allez faire... Ah! Professeur Loba m'a révisé constitutionnel. Il fait très chaud ici. Vraiment. Désolé. Quelle lecture faites-vous des artisans de la révision constitutionnelle et leur profil? Problème. Moi, je trouve seulement c'est quelque chose qui s'est dit. Hein. Ah, tout ça, la politique, non? Ah, tout ça, l'auditoire était. La politique, voilà, au moins, le peuple a réfléchir à la tête. Tout bêta qui a constitution à Rwanda et puis ça va passer. Oui, c'est comme ça. Vous savez, il y a un problème. Je ne sais pas si ça vous arrive. Avant d'être marié, quand on était étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, on savait draguer bien les filles. Hein. Mais quand on devient riche, on ne sait plus draguer. Hein. On croit que l'argent est tout. Deuxième chose, tout le monde qui a l'argent, il veut parler français. C'est-à-dire, tout le monde qui a l'argent, il croit qu'il est devenu très intelligent. Oui. Riche ni yo soyoka déjà alobara lingala tenetina. Facha alobara lingala na yepsio hein. Zela te nazo tangela. Fayulu alobara lingala, Katumbi alobara lingala. Sko badi so yo alobara français za bana. Yo moko po alobara lingala. Ti. Pardon. Espérance non sala. Na famille ba mère nanga. Po côté ba mère nanga bana oro ebele. Sko noko nanga atanga te soki azui oro ebele. Azo melisa bato masanga. Abandolo ba français. Alors les gens confondent toujours que Mbongo, c'est comme si Mbongo peut s'appeler ou comme il a maël et koleka batu nyonso. Quit it. Vertige. Donc il y a ça. Vous savez, à l'UDPS, cette question ici devrait être stratégique. Stratégique quand même communicationnelle. On devait inviter les gens, les grands intellectuels de l'UDPS, même ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils s'assoivent.
on fait appel à des on les appelle comment encore les gens des, par exemple, Bati, Kamere, Bemba, c'est les alliés. Oui, les alliés. Les alliés de l'Union sacrée. Venez. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que dans un pays sérieux, non, pas dans un état sérieux, dans un parti sérieux, le débat au sein de l'UDPS, ça devrait être un débat de dauphinat. Qui sera le futur dauphin du président Fachi? Et il travaillait. Et il travaille maintenant. Bon, d'après vous, une petite parenthèse, vous pensez que tout le banana d'Ingala, mais tu minutes sur Bastengio proposer un président dauphin, dauphin? Oh, on a vu dauphin. Il y a président Fachi. Ah, là, peut-être le professeur a un problème. Parce que les gens qui sont intègres, intelligents, ils ne sont pas connus. Alors, mais ce qu'on problème à Dauphinat, ça compliqué. Et compliqué. Parce qu'aujourd'hui, trouver un dauphin qui peut être élu en 2028, c'est un problème. D'où qu'est-ce qu'ils se disent peut-être Tobetaka et Lokoyo. Comme ça, mandat Kouya. Parce que ceux qui mandat Koufi, constitué Kouya, il n'y aura plus la limitation express du mandat constitutionnel. Mais PPDP peut mordre aussi, hein? Oui, oui, c'est peut perdre aussi, peut se retrouver. Mais on n'a plus besoin des alliés. Mais c'est là où il y a un problème. Parce que l'UDPS seul porter ça. Et de quelle manière? Parce que tous les arguments qu'ils ont présentés sont déjà balayés. Ils ont présenté l'argument que non, la Constitution a prévu son propre changement. Article 5, où la souveraineté politique appartient au peuple. C'est effacé. Parce que ça, c'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui parle de la souveraineté populaire. Ils disent encore, article 9 ne parle pas de les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Encore. Parce que ceux qui ont étudié l'État, même en introduction du droit international et public, lorsqu'on parle que les éléments constitutifs de l'État, on vous parle population, territoire et puis souveraineté ou bien gouvernement et puis la reconnaissance internationale. En ce qu'elle sait, vous dit l'État, il y a l'État parce qu'il y a la population, les territoires et le pouvoir des contraintes. Donc un État ne peut pas céder une partie de son territoire. Parce que le territoire fait partie de l'élément constitutif de l'État. Et lorsqu'on donne maintenant le contenu définitionnel du territoire, aujourd'hui avec l'arrivée des droits internationaux de l'environnement, c'est là où maintenant on délimite les territoires, c'est-à-dire l'espace terrestre, aérien, lacustre, plateau continental, espace aérien, ce qui n'était pas. Quand les gens ont fait le droit constitutionnel à Kalawana, cette notion-là n'existait pas. Et lorsqu'il y a encore là, l'article 9, on parle de la souveraineté permanente. C'est autre chose. Parce que lorsqu'on parle de droit de propriété, il y a usus, fructus, abusus. Tu peux être propriétaire sans jouir. Ok? Mais ici, on vous dit, parce que quand par exemple, Yosa Baer, tu n'exerces pas la souveraineté permanente. Mais la souveraineté, c'est la compétence des compétences, non? C'est-à-dire au-dessus, il y en a plus. Donc ça aussi, ça a été balayé. Baye kolobake, constitution yo, ezaki aba belligérant. Mais comment? La constitution de 2005, il y avait encore des belligérants? Non. La constitution des belligérants, c'est la constitution de San City, qui a régi la transition. Implicite 4. Parce que qu'est-ce qu'on appelle belligérant en droit international humanitaire? C'est des armées ennemies, non? Armée ukrainienne et l'armée russe. Ce sont les belligérants. Mais est-ce qu'en 2005, Bemba était encore belligérant? Non. Il était au gouvernement de la République. Il était vice-président de la République. Oui, il était vice-président. Voilà. À l'exécutif. Donc vous croyez que vous comprenez que c'est des notions élémentaires qui sont en train de confondre. Et ils disent que non, le peuple ne se retrouve pas. Ah bon? Le peuple ne se retrouve pas.
Vous avez lu l'article 12 de la Constitution qui donne l'égalité, l'égalité des droits devant tous les Congolais. L'égalité juridique. Oui, c'est-à-dire aux Alamutuaka, aux Alamutuya, Massimanim, vous avez le même professionnel. Vous avez lu l'article 36 de la Constitution qui donne le droit au travail et puis un salaire qui donne la dignité. Vous avez lu l'article 45 de la Constitution qui donne la gratuité de l'enseignement. Vous avez lu l'article 47 de la Constitution qui donne le droit à la sécurité alimentaire et accès aux soins médicaux. C'est-à-dire que Congolais se faut aller à 3 fois par jour. C'est ça l'article 47 de la Constitution. Ce qui a bien une fois à la soigner, c'est ça l'article 47. C'est-à-dire que il faut soigner. L'État. Alors, et si vous avez l'article 48 de la Constitution qui parle de droit au logement décent, pas question qu'on l'a dans le salon, nous tous il faut un courant, accès à l'eau potable, à l'énergie électrique. Voilà. Donc quand vous dites que la Constitution est belligérante, le peuple ne se retrouve pas. Vous avez lu l'article 58 de la Constitution qui parle de que l'État a le devoir de redistribuer équitablement les richesses nationales. Et tout Congolais a le droit de jouir. C'est la justice sociale. Donc, montre il y a 1 million. Voilà. Distribution équitable, les atteints. Dans l'article 217 qu'ils ont mal encore interprété. Alors que ça ne disait pas ça. Donc vous voyez que les arguments qu'ils ont présentés ne tiennent pas. Par conséquent, il y a l'inopportunité de la révision constitutionnelle. Mais cette opportunité aussi, au-delà de l'inopportunité juridique, il y a aussi l'inopportunité sociologique. Parce qu'il existe, la Constitution a une dimension sociologique. Sociologique, le problème c'est quoi? Si vous interrogez l'histoire politique de notre pays, nous avons commencé d'abord par la première république, la première constitution référendaire de 1964, constitution de Luabo. C'était à quelle période? Cette constitution a été précédée par une constitution de la loi fondamentale de 1960, qui est un texte constitutionnel de transition, qui avait prévu son changement, son décès, la loi fondamentale, qui après 4 ans, je serai remplacé. Mais à cette période, c'était la période des mannes. Les fonctionnaires étaient super bien payés, avec le premier ministre qui avait donné le social, Moïse Tchombe. Nous passons à 67. Rapidement pour terminer. 67, la constitution là de 67, qui donne deuxième république, c'était à l'époque où nous quittons de la guerre, Mobutu a unifié, a pacifié le pays. Le premier ministre général Moulamba, qui payait aussi très bien les fonctionnaires, et les tons des revendications des étudiants de l'Ovanium n'a pas été entendu par la population, parce que la population, les fonctionnaires étaient très bien payés. La troisième république, cette constitution, vous connaissez, en 2006, c'était le choix, soit la stabilité, la consolidation des institutions démocratiques, soit on rentre encore dans les conflits armés. Donc, maintenant, aujourd'hui, le vrai problème, vous voulez initier le changement de la Constitution, alors que l'opposition et les forces sociales vous disent non. Le peuple, aujourd'hui, suit plus l'opposition que l'UDPS. Merci beaucoup, professeur. Parce que nous sommes, le peuple souffre. Ça les embête. Des grèves dans tous les secteurs. Et maintenant, là, vous initiez la révision constitutionnelle. Les changements ou la révision constitutionnelle. Donc, c'est un sérieux problème. L'émission. Oui, pour le papier Lingala. Oui. Oui, parce qu'on va poser des petites questions à Lingala avant de clôturer l'émission. Une dernière question. Oui, Vincent. Monsieur le professeur, j'aimerais que vous puissiez être vraiment très bref. Même par une phrase pour répondre Bissot. Vous pensez que les opposants comme Joseph Kabila, Martin ou Moïse Katumbi, comme ils sont unis, on peut dire, pour refuser révision et la constitution, vous pensez vraiment qu'ils vont réussir? Non. Madame, le 4 janvier, Ndepesa Bissot, indépendance. Date wana, le martyr de l'indépendance.
mouvement n'est pas initié dans aucun politicien. Tango Kunda et Motebusi Bajoaka Bukavu. Toutes les villes étaient mobilisées. Il n'y avait aucun appel d'un politicien. Il faut faire attention avec le peuple congolais. Il faut faire très attention. Le peuple congolais, c'est comme les eaux d'un océan. Tango Atombo Kaka. Okoyebo calmer été. Si tout méconnu, les faits sont sèches. Parce que la misère sociale, c'est le grand opposant du président Fachi. Merci. Et bloque le troisième mandat de Fachi, ce sont les voleurs là. Merci. Oyo, Bapasser Bazali ko Modir Bango, ce sont ces voleurs là. Les gouverneurs qui ne veulent pas travailler pour le peuple, le mandataire qui ne veulent pas travailler pour le peuple, le ministre qui continue à voler et qui à détourner l'argent. Parce que à chaque fois on fait souffrir le peuple, on ne peut pas prolonger le mandat. C'est impossible. Tous les présidents qui ont fait plusieurs années au pouvoir, ils ont donné les social au peuple. Merci. Professeur Carlos Moupili, merci d'avoir été le nôtre. C'est Vespéral de ce enfin, c'est mardi 26 novembre 2024. Il y a deux communications importantes que je vais faire à l'intention de Congolais parce que nous avons beaucoup de nouvelles maintenant. Ici, les choses veulent commencer. Mais la première ou le premier message, c'est une interpellation. Le deuxième message, c'est un message de la grande activité que nous allons mener. Alors, j'ai l'honneur, comme la dernière fois, Monsieur Issa Kazaka, vous pouvez m'allumer le background pour me diffuser l'affiche, s'il vous plaît. Vous pouvez me diffuser une affiche qui a été conçue par Rajabou Grasse tout à l'heure sur la plus grande activité que nous préparons pour ce 15 décembre. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et un plaisir réel de vous annoncer qu'en date du 15 décembre 2024, nous serons à Matadi, au Congo central. Nous allons pour lancer la Convention nationale des étoiles de la République. Parce que tout le monde s'en plaint. Qu'advient-il de la relève de la République? Quand tout le monde passera, est-ce que nous allons léguer à nos enfants une République pourrie avec une classe politique pervertie, putréfiée, corrompue à la limite? Nous réfléchissons et nous continuons à réfléchir pour la relève de la République. Voilà pourquoi nous arriverons à Matadi ce 15 décembre pour le lancement de la Convention nationale des étoiles de la République. Au sein de, pendant notre séjour, nous organiserons la première édition, parce que c'est interprovincial cette convention, mais nous avons choisi le Congo central comme province pilote. La première édition sera à Matadi en date du 15. D'abord, sera suivi d'une grande conférence de débat des intellectuels, de jeunes leaders, de jeunes qui pensent à l'avenir de la République pour que nous puissions réfléchir avec les jeunes de Matadi. Quels sont les problèmes de la province de Matadi, de Congo central? Quelles sont les thérapies, les thérapeutiques, je voulais dire, quelles sont les solutions que nous allons apporter à tous ces problèmes de la province? Diagnostic et thérapie. Voilà, diagnostic et thérapie, merci beaucoup. Nous allons récolter les problèmes et nous allons les évaluer ensemble. Nous allons proposer des solutions. 2. Nous allons installer la brigade provinciale dénommée de lutte contre antivaleurs et de dénonciation. C'est-à-dire, à Matadi là-bas, après la grande conférence que nous mettrons en place, que nous allons animer, moi-même et quelques invités que je vais faire venir, nous allons mettre en place, installer la brigade provinciale de lutte contre antivaleurs et dénonciation. C'est-à-dire, le point focal, c'est ici, toutes les antivaleurs et tous les problèmes de la province du Congo central nous seront transmis ici et nous allons les dénoncer, que ces problèmes soient commis par n'importe qui. Et donc, une grande conférence de jeunes sera tenue à Matadi ce 15 décembre 2024.
2024, grâce à cette grande pas structure, mais un forum de jeunes, un club de jeunes appelé Convention nationale des étoiles de la République. Donc tu es étoile, je suis étoile, il est étoile, elle est étoile. Nous devons nous voir, nous devons nous réunir à Matadi pour un coup de pouce pour réfléchir. Alors, le chef de la brigade s'appelle Monsieur Juve Nsumbu. Je peux donner ses contacts et vous pouvez les joindre pour les amis qui sont à Matadi. Je vais venir bientôt. Matadi va m'accueillir pour la première fois très bientôt au numéro 089 59 28 568. 89 59 28 568. Le deuxième numéro WhatsApp 029, donc 099 20 34 186. Il est secondé par deux chefs de brigade adjoints. L'un s'appelle Gilles Massiala et l'autre s'appelle Plamedi Ndioulou. Tous font partie de la brigade qui vont lutter contre les antivaleurs que nous allons installer dans le cadre de la Convention nationale des étoiles de la République. C'est 15 décembre 2024 à Matadi, capitale, enfin chef-lieu de la province du Congo central. C'est la première communication. La deuxième communication porte sur une dénonciation. Mesdames et messieurs qui pensent au changement, particulièrement ceux qui militent à l'opposition, les braves hommes et les braves femmes qui militent à l'opposition, j'ai besoin de vous adresser un message auquel vous ne faites certainement pas attention. L'UDPS à l'opposition a tout fait pour tout discréditer. Parce qu'en Afrique, l'objectif de l'opposition, c'est de discréditer le pouvoir, d'anéantir les actions du pouvoir et de dégager les faiblesses des institutions du pouvoir. 1. Mzee Laurent Désiré Kabila veut entrer au pouvoir. Vous connaissez la position de l'UDPS pendant que Mzee était devenu président. Je vais prendre le cas le plus récent de Joseph Kabila. Joseph Kabila a souffert d'une imputation, d'une affabulation montée par l'UDPS. Tu ne serais pas le fils de son père. Pendant 18 ans, Joseph Kabila a tout fait. Il pouvait aller à gauche, il pouvait aller à droite. L'UDPS disait qu'il était un Rwandais. On a même doté un nom qui s'appelait Hippolyte Kanambe. On a attendu que l'UDPS a le levier du pouvoir. L'UDPS a maintenant la force diplomatique. On pouvait nous identifier la famille de Joseph Kabila, son père, son vrai père et sa vraie mère. Jusqu'à ce jour, on n'en a jamais vu. 2. Dans le cadre des imputations toujours, l'UDPS, dans ses habitudes, aujourd'hui au pouvoir, parce que hier disait, c'est Kabila, la guerre de l'Est, c'est Kabila. C'est Kabila qui alimente les Rwandais, c'est Kabila qui donne des armes aux Rwandais. Et tout peuple que nous étions, nous avions pris Kabila pour un animal, pour un sorcier. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Si vous ne le savez pas, il y a un élément en tant que journaliste, j'ai fait mes recherches, mes enquêtes. C'est que quand Mzee est entré au pouvoir, il est soutenu par l'UDPS. L'UDPS a soutenu Mzee Laurent Désiré Kabila, alors rebelle, en entrant ici. Je peux vous donner des faits. Le premier fait, je salue le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, avec qui j'ai de très bons rapports, je n'ai pas un problème personnel. Mais c'est grâce à l'UDPS que Chadari devient gouverneur du Maniema, sous Mzee Laurent Désiré Kabila. C'était lui le fédéral du Maniema de l'UDPS. Donc, tout en étant fédéral de Maniema, de l'UDPS pardon, au Maniema, c'est dans cette optique que l'UDPS soutenant Mzee Laurent Désiré Kabila, rebelle à l'époque, il entre au pouvoir et, par récompense, tous les présidents fédéraux dans les différentes provinces ont eu des fonctions. À l'occurrence, Emmanuel Ramazani Chadari est vivant et c'est une expression. Mais il était élu au stade. C'est une expression de soutien de l'UDPS à Mzee Laurent Désiré Kabila
qui fait de lui gouverneur. Donc l'IDPS a aussi à soutenir une rébellion que nous condamnons, que moi je condamne. 2. On interroge le fait Etienne Tshisekedi. Je le salue, paix à son âme, que le Seigneur continue à accepter son âme auprès de lui. Monsieur le président de l'IDPS, maintenant que Mouzé est en train d'avancer au pays, qu'est-ce que vous pensez en tant que parti politique? Quelle est votre position? Écoutez, Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est un digne fils du pays. Qu'il vienne, nous allons apprécier des discussions sur place. Parce que M. Mobutu n'écoute pas, il est en train de dicter le peuple. En tant que digne fils du pays, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila viendra, nous allons ouvrir des discussions avec lui. C'est un digne fils du pays. Messieurs, nous avons condamné Nanga ouvertement, officiellement, que ce qu'il fait, nous, en tant que démocrates et républicains, nous ne pouvons pas accepter. Mais qu'un Congolais seulement essaye d'ouvrir sa bouche pour dire Nanga, c'est un digne fils du pays, qu'il vienne, nous allons discuter avec lui. Tu es mort. Voilà le paradoxe. Donc pour l'IDPS, il était bien de soutenir Mouzé. Troisième élément, c'est toujours bien de rappeler aux gens leur comportement. Est-ce que l'IDPS peut nous sortir un seul communiqué de l'époque condamnant Mouzé Laurent Désiré Kabila? Ça n'existe pas. Alors, chers opposants, aujourd'hui l'IDPS vous fait jouer le rôle du pouvoir, lui joue le rôle de l'opposition. Ça signifie quoi? L'IDPS vous accuse, vous, Fayulu est un Sénégalais. Alors, au lieu que l'opposition ait pour rôle de continuer à critiquer la gestion du pays, l'opposition se met dans une posture maintenant de se défendre. Non, il n'est pas sénégalais, il est congolais, son père, sa mère. Le même IDPS au pouvoir, au lieu de donner aux Congolais à manger, à boire et ou dormir, tel que les consacre le préambule de la Constitution et les lois du pays, l'IDPS dit qu'Atumbi est un Israélite, un Israélien, c'est un Juif, c'est un Zambien. Au lieu que l'opposition se préoccupe maintenant de comment continuer à critiquer l'IDPS, non, l'opposition se met dans une posture maintenant de commencer à se défendre. Non, Moïse Katumbi a beaucoup fait pour ce pays, regardez son père, sa mère. 3. L'IDPS, il suffit qu'on sente que cet opposant est en train de critiquer l'IDPS, on dit il est en intelligence avec Nanga. Alors au lieu maintenant continuer à dire que le pays n'est pas bien géré, par peur, tout le monde dit non, non, si tu dis ceci, on va dire que tu es en intelligence avec Nanga. C'est le jeu de l'IDPS. Chers opposants, au lieu que vous puissiez faire jouer l'IDPS le rôle qu'il a fait jouer à Kabila, maintenant, l'IDPS continue à vous faire jouer le rôle qu'il a joué hier à l'opposition. Est-ce que vous imaginez cette distraction qui vous installe? Vous avez le rôle de critiquer, l'IDPS a le rôle de se défendre. Mais c'est l'inverse. Vous êtes critiqué par l'IDPS et vous vous défendez. Depuis quand vous voyez une opposition commencer à se défendre le rôle qu'elle ne joue pas? L'opposition ne gère pas le pays. Mais chaque matin, chaque soir, vous avez pour travail de vous défendre. Au lieu que l'IDPS continue et commence à se défendre sur la gestion du pays. Donc, des petites accusations de l'IDPS, on connaît. Et donc... Et vous avez oublié aussi même la rue. Voilà. C'est encore l'IDPS qui a les militants dans la rue. Donc aujourd'hui, l'IDPS... Et l'opposition toujours dans des salons climatisés, dans des déclarations. Professeur. Merci, professeur. L'IDPS aujourd'hui continue à faire des marches dans les institutions et les opposants sont maintenant dans les bureaux. Climatisés pour faire des déclarations. Donc aujourd'hui, l'IDPS elle-même joue les rôles du pouvoir et de l'opposition. Et arrêtez de... Si l'IDPS accuse quelqu'un dans ces pays, considérez seulement que c'est un mensonge. Et n'ayez même pas une seconde de vous défendre. Par contre, à l'IDPS de se défendre, qu'on nous dise aujourd'hui, comment Chadar était-il devenu gouverneur après l'avènement de Mouzé comme rebelle? Qu'on nous dise. Qu'on se défende. Comment le fait Etienne Tshisekedi est-il arrivé à dire non,
Mouzé Laurent Désiré Kabila est un digne fils du pays. Dès qu'il arrive, nous allons voir comment discuter avec lui. Qu'on nous le dise. Non. Fayou le c'est sénégalais. Non. Ça, c'est pas les rôles du pouvoir. Professeur, nous sommes arrivés à la fin. Et s'il était sénégalais et qu'il gère le ministère de l'Intérieur, on devait lui ravir. Et sortir aussi de preuves de sa nationalité sénégalaise là-bas. C'est ça. Parce que vous avez des ambassades là-bas pour enquêter. Évidemment. Mais je voulais dire une chose, parce que souvent, on nous acquise ça, il faut vraiment qu'on explique ça très bien. D'abord, je rappelle que c'est en novembre 1998 que j'étais consacré évangéliste et aumônier. Je prêchais les militaires dans l'armée. Très bien. Et que la prédication des aumôniers militaires, c'est différent des prédications des civils. C'est pourquoi l'armée n'accepte pas que les civils prêchent. Parce que là, les civils, vous viendrez là avec vos prédications qui si il faut aimer votre ennemi. Si votre ennemi vous gifle, vous lui donnez le... Non, ce n'est pas ça. Mais là, vous vous servez de quelle Bible? Non. Nous servons de la même Bible. Où on vous montre que quand on est béni, on tue son ennemi. On est l'enfant de Dieu lorsqu'on a la force de verser le sang de l'ennemi. Oui. David, ça c'est un mauvais discours. Samson a eu les gris-gris de Dieu. Prof Zela, il faut étiqueter la non-monnerie, ce que monnerie. Bien, en monnerie. Oui, mais c'est ça. Non, parce que souvent, non, le problème c'est que moi je suis ancien libérateur. Mais on veut nous montrer que les méthodes utilisées par nous pour libérer ces pays, parce qu'avant nous, personne n'a vu être président de la République. L'UDP se battait pour la primature. L'UDP n'a jamais mené une lutte pour la présidence de la République. Non. Très bien. Tous les débats sont là. Les participants de la conférence nationale souveraine sont là. Tout le monde savait que le poste du président de la République s'est réservé à Mobutu qui a tué les léopards à 12 ans. Alors, c'est pour dire que ça, c'est une idéologie des Blancs pour nous maintenir comme des moutons. Il vous dit Mandela. Au lieu d'interroger le bilan de Mandela, Mandela a dit pardonner. Mais aujourd'hui en Ukraine, est-ce qu'il parle la paix? Merci, professeur Carlos Moukini. Tous les leaders français, Charlemagne, Jeanne d'Arc, ils ont des paix. Ils ont des armes. Alors, Vanessa, tuer les innocents, c'est un péché, c'est un crime. Merci. Mais tuer son ennemi. Merci, Madame Vanessa Mavungu. Merci d'avoir été la nôtre cet après-midi d'échange dans le cadre de cette libre opinion, ce nouveau numéro. Mon numéro. Non, j'ai dit pour ces nouveaux numéros. Votre numéro, on va l'afficher de toute façon. J'ai dit pour ces nouveaux numéros. Merci d'avoir été la nôtre. Merci à vous aussi, nos téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Lufrance, encore une fois pour votre confiance. On s'y reverra très bientôt. Portez-vous bien. Professeur Carlos Moukini, merci. Ça n'est fini. Merci, Richard. Merci. Oh, merci. On a problème de batterie, il n'y a pas de tic-tac. Allez, c'est parti. Merci.